Diffusés tous les jours, du lundi au vendredi de 10h à 11h, les nouveaux chemins de la connaissance sont réalisés cette semaine par Christine Robert avec Adrien Roch à la technique et préparés par Camille Lugan, Geneviève Méric, Avril Ventura, Mathilde Unger, Adèle Van Ret. Adèle, que vous retrouverez justement tout à l'heure à 10h50 pour le journal des nouveaux chemins et qui vous parlera aujourd'hui de dégoût en compagnie de Julia Pecker. Et c'est le début, ce lundi, d'une semaine sur Roland Barthes dans les nouveaux chemins de la connaissance. Une semaine dont son commentateur et ami Éric Marty sera le fil rouge, notre invité quasi permanent. Éric Marty, à qui l'on doit entre autres Roland Barthes, le métier d'écrire, et l'édition des œuvres complètes de Barthes aux éditions du Seuil. Éric Marty, qui sera accompagné aujourd'hui de Tiffaine Samoyau, écrivain et professeur de littérature comparée à Paris 8. J'ai une sensibilité, disons, maximale ou maximaliste au pouvoir, c'est-à-dire qu'au fond, je le sens, je le vois un petit peu partout, et notamment dans le pouvoir. Toute manifestation de pouvoir me paraît détenir un quantum, un effet de pouvoir, parce que je suis extrêmement sensible au fait que le langage, ou enfin disons la parole humaine, dans sa grammaire, dans sa structure, est toujours assertive. Notamment, ce qui me désorganise ou m'irrite très souvent, c'est dans la parole ce que j'appellerais les assertions de valeur, c'est-à-dire quand des positions de valeur se glissent dans ce qu'on dit. Et ça arrive très souvent, non seulement dans la conversation, mais même souvent dans le journalisme, à la radio, enfin dans le langage commun de tous les jours de la société. Là, je vois le pouvoir, c'est-à-dire si une énonciation est donnée par une position de valeur qui relève du comme s'il allait de soi qu'on pense que c'est bien ou que c'est mal, c'est quelque chose qui me sensibilise beaucoup. Je veux dire, énoncer un jugement de valeur devant un fait en sous-entendant qu'il est bien ou qu'il est mal, comme si ça allait de soi que c'est bien ou que c'est mal, est quelque chose qui m'irrite énormément, enfin en profondeur. Et je peux parler de cette irritation, puisqu'au fond, c'est elle qui a mis en mouvement les textes que j'ai faits et que j'ai intitulés Mythologie. Oui. Les mythologies, c'est au fond une sorte d'expression d'une intolérance au ce qui va de soi du langage. Bonjour Tiffaine Samoyau, bonjour Éric Marty. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bienvenue sur France Culture, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. On commence avec vous deux cette semaine sur Roland Barthes et on va partir des mythologies. Texte génial de Roland Barthes qui date des années 50, il faut le rappeler pour les auditeurs, rédigé me semble-t-il entre 54 et 56. 52 en fait. Barthes se trompe dans la présentation de mythologie. Le premier texte de Barthes, c'est Le monde où l'on catch et il date, je crois, d'avril 52 dans l'esprit. Et donc oui, j'ai une erreur de Barthes sur lui-même, sur sa propre... Mais il n'avait pas tellement le sens de la chronologie et du temps et des dates. Alors vous connaissez Barthes mieux que lui-même, Éric Marty. On va pouvoir le constater toute cette semaine. C'est vrai que en 54, il écrira L'écrivain en vacances, dont on parlera un peu plus tard. Autre mythologie, donc il y a le catch, l'écrivain en vacances, mais aussi le steak frites, la dame aux camélias, les Romains au cinéma, et ainsi de suite. La déesse, la nouvelle déesse, qu'il écrit des deux manières. On va parler de tout ça en votre compagnie. Je voudrais d'abord qu'on parte de la définition qu'il donne lui-même, ou plutôt de l'intention qu'il inscrit au principe de sa démarche des mythologies. L'expression les mythologies sont parties du sentiment assez foucaldien finalement que le pouvoir est un peu partout. Et notamment dans ce qui va de soi, dans le sentiment d'évidence, ce qu'on nous présente comme une évidence, où Barthes, en sémioclaste qu'il est, voit l'expression d'un pouvoir, et il dit « Les mythologies sont nées d'une intolérance au ce qui va de soi du langage,
Que signifie-t-il quand il dit cela? Qu'est-ce qui ne va pas de soi, justement, Éric Marty? D'abord, il y a l'intolérance, tout de même, qui est un mot très fort. Et je crois que Barthes, à ce moment-là, est quelqu'un d'intolérant, d'irritable, d'irrité, de violent, que l'on voit, par exemple, les critiques de théâtre qu'il fait au même moment. Parce qu'il y a vraiment les mythologies et le théâtre sont deux aventures absolument parallèles. Sur le plan chronologique, ces textes sur le théâtre sont très très violents. Il dénonce le théâtre bourgeois et la mollesse bourgeoise, l'alibi, le factice bourgeois de manière très violente. Il y a un anti-bourgeoisisme en quelque sorte qui tient peut-être la position de marginalité aussi sociale dans laquelle se trouve Barthes à ce moment-là. Il n'est pas intégré à l'université. Il est dans la position de l'intellectuel critique et marginal. Il est anti-bourgeois, ce qui pourrait nous inviter, en un sens, à véritablement dater le texte, à l'inscrire dans une époque, c'est-à-dire les années 50, position d'iconoclaste de l'intellectuel qui s'oppose à la morale petite bourgeoise de son temps. On pourrait à cet égard situer le texte, l'inscrire profondément dans son époque. Or pourtant, quand on lit les mythologies, et ça il faut le dire pour nos auditeurs, quand on lit les mythologies, on a très clairement le sentiment que ce texte dépasse de loin son époque, que ce texte n'est pas juste un effet de mode de l'époque elle-même, que son ambition va au-delà, qu'en somme, il ne faudrait pas, il serait erroné, Tiphaine Samoyau, peut-être de réduire ce texte à une sorte de machine de guerre ponctuelle contre la morale bourgeoise de son temps. Oui, vous avez tout à fait raison. Il est vrai qu'il y a des traits d'époque qui tiennent à la fois aux objets qui sont en quelque sorte déconstruits par ces mythologies. Il y a aussi des effets d'époque dans la lecture que l'on peut en avoir aujourd'hui, qui est aussi un peu une lecture nostalgique. On pourrait revenir là-dessus, mais qui font des mythologies quelque chose qui s'apparente aussi un petit peu au Je me souviens de Georges Perec, ouais. Où on voit un portrait. C'est aussi la traversée d'une époque. Un portrait d'époque et où chaque mythologie apparaît à la fois comme une vignette, comme une photographie ou éventuellement comme un papillon épinglé de quelque chose de daté. Mais qu'est-ce qui ne date pas dans ce texte ? Il y a d'abord une méthode, une façon de lire le réel, de lire les discours, d'écouter les discours, une attention incroyable aux discours, à tout ce qui court dans le langage, à toute une sorte de rumeur qui passe dans le langage. Donc ça, c'est évidemment pas daté. Et il y a eu une telle postérité aussi de ce texte que l'on retrouve constamment les effets de cette méthode dans les discours contemporains. Et puis je crois que ce qui n'est pas daté non plus, ça m'a frappé en relisant le texte, c'est la force politique du propos. Il y a une intolérance à l'intolérance qui certes enferme par moments les mythologies dans ce qu'elles dénoncent. Dans le registre d'une dénonciation pieuse, vraiment, oui. Où l'adversité est clairement identifiée, et c'est celle de l'époque. Mais il y a aussi un courage politique, notamment dans les textes qui brocardent, attaquent les discours de méfiance de l'autre, de méfiance de l'altérité. On est dans le contexte, pour 54. Date qui est celle d'un certain nombre de mythologies, c'est l'époque où il en a presque le plus écrit. C'est le début de la guerre d'Algérie. Il y a des textes qui prennent parti clairement contre le colonialisme, tout en dénonçant tous les préjugés et tous les présupposés qui construisent ce colonialisme, alors même que ça n'est pas du tout encore le discours dominant, même parmi les intellectuels. Est-ce qu'en somme, pour détacher le texte de son époque, Éric Marty, pour affirmer non pas son intemporalité, mais son caractère inactuel, au fond, c'est-à-dire toujours actuel. Il faut le détacher d'une actualité précise pour en affirmer l'actualité permanente. C'est aussi l'objet de cette émission et le texte le mérite. Est-ce qu'il ne faut pas, finalement, tout simplement, envisager le fait que les petits bourgeois de son temps ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui et qu'au fond, on pourrait reconduire la démarche de Barthes, non pas seulement en termes sociologiques, il ne s'agirait pas juste de s'opposer à une sociologie bourgeoise, mais de s'opposer finalement à tout ce qui, aujourd'hui, pourrait aller de soi, c'est-à-dire aux petits bourgeois de notre temps, du XXIe siècle, Éric Marty. Moi, il me semble qu'au fond, ce qui est un peu accablant, d'ailleurs, c'est que la France ne produit plus de mythologie. Et c'est ça qui est peut-être la mutation historique et qui fait que Barthes a épuisé en quelque sorte la mythologie française. C'est que la France n'est plus capable, peut-être, la culture populaire est atrophiée ou il y a d'autres phénomènes qui se passent. Bref, il me semble qu'il n'y a plus
de produits mythologiques aussi puissants qu'à l'époque de Barthes, ou ce sont les mêmes. On sent que vous n'avez pas d'iPhone sur vous, Éric Marty. On est typiquement dans une mythologie barthésienne. C'est une demande d'amour, l'iPhone. Le problème, c'est qu'il ne nous aime pas en retour. Non, je dirais que l'iPhone, justement, montre une mythologie qui est mondiale, qui n'est plus du tout une mythologie inscrite dans une culture, dans un espace. C'est vraiment autre chose. Et je crois que si on prend par exemple l'abbé Pierre, Le Pen, etc., au fond, ça reste des mythologies françaises qui n'ont pas tellement changé depuis les années 50. Et je crois que dans le caractère inactuel de Barthes, il y a aussi quelque chose d'assez effrayant. C'est au fond la fixité des mythologies françaises et qu'au fond, la France ne bouge pas tellement. Et puis, il me semble aussi qu'il y a autre chose dans le caractère, en effet, toujours lisible et toujours merveilleux de cette mythologie, c'est que Barthes, à la fois, je l'ai dit, est violent, irritable, intolérant, mais en même temps, il n'est jamais dans la position du ressentiment par rapport à ces objets qu'il peut aussi aimer. Et si on prend par exemple la déesse, qui est la voiture mythologique de l'époque, Barthes en parle avec beaucoup de saveur, de sensualité et d'amour. Et je pense qu'il y a cette phrase de Kafka que Barthes cite quelques années plus tard, qui est « Dans ton combat avec le monde, seconde le monde », qui pourrait effectivement être aussi une des devises du livre, à savoir ne jamais précisément penser être celui qui détient la vérité comme une sorte d'imprécateur, de censeur ou d'inquisiteur de gauche, par exemple, face à une petite bourgeoisie aliénée, stupide, qui serait dans le monde, mais au contraire de jouer d'une ambiguïté assez profonde dans le texte, où Barthes n'est jamais en position de mépris par rapport à ces objets, même si il peut s'en moquer, il peut être très acerbe, très ironique, très méchant, mais il y a toujours cette position, au fond, éthique de l'écriture qui, je crois, assure justement sa permanence et sa continuité. D'ailleurs, on pourrait retourner le discours de Barthes contre lui-même. Dans l'archive qu'on a entendu tout à l'heure, il parle de ce qui l'irrite en profondeur. Dans les mythologies, il y a le passage sur les saponies des détergents, formidable, autour du premier congrès mondial de la détergence. Et là, il dit ceci, il parle de homo, la lessive homo. Dire qu'homo nettoie en profondeur, il reprend le mot, reprenons le mot, donc profondeur, c'est supposer que le linge est profond, ce qu'on n'avait jamais pensé, et ce qui est incontestablement le magnifier, l'établir comme un objet flatteur à ces obscures poussées d'enveloppement et de caresses qui sont dans tout corps humain. De sorte que on pourrait se servir même du commentaire que Barthes donne des objets qu'il a sous les yeux dans les années 50 pour commenter les expressions qu'il emploie pour qualifier sa propre démarche, Tiffaine Samoyau. Oui, absolument, il revient là-dessus d'ailleurs lorsqu'il parle des produits de beauté, des crèmes pour la peau. Et d'une certaine manière, on pourrait y voir une critique détournée de Valéry qui dit ce que l'homme a de plus profond, c'est la peau. Et où il dit, donc voilà, cette idéologie, cette mythologie du produit de beauté, c'est de rentrer en profondeur dans le derme, de tout irriguer de l'intérieur. Et c'est évidemment cela qui va être critiqué. Alors, je voulais revenir sur ce que disait Éric Marty à l'instant, sur une forme de goût aussi pour les objets dont il parle. Et je crois que ça, c'est très important et c'est ce qui fait aussi la force du texte aujourd'hui. On peut parler de saveur, ce qui est un mot typiquement barthésien, la saveur, saveur et savoir. Oui. Et d'ailleurs, lorsque Barthes relit... Dans les années 70, il relit son œuvre en vue d'écrire le Roland Barthes par Roland Barthes et il revient sur les mythologies et il est frappé lui-même par la force du désir qui habite ces textes. Et il y a en effet des textes qui, pour moi, sont aujourd'hui les plus forts et absolument pas démodés, sont les textes qui expriment ce désir. Le texte sur le catch, qui est absolument extraordinaire. Également le texte sur la cuisine de L, qui est à la fois un texte très, très cruel, politiquement, dans ce qu'il révèle des conflits sociaux, mais qui est aussi un texte sur le nappé, dont on sait la force qu'il a chez Barthes. Et puis juste un tout petit mot sur la proposition selon laquelle vous avez dit, Éric Marty, qu'il n'y avait plus, que la France ne produisait plus de mythologie. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de mythologies sur lesquelles il aurait pu s'arrêter, aussi bien, même si elles sont aussi, certes mondialisées comme des figures de footballeurs, Zidane par exemple, ou même l'identité nationale. À mon avis, c'est quelque chose sur lequel il aurait pu produire un texte de type mythologique. Alors, probablement, on va juste, pour l'heure, en revenir à la question de savoir si, finalement, Barthes n'est pas dans la position d'un... En somme, il repère les phénomènes autour de lui,
les effets de mode, etc. Et il en fait des symptômes. Mais le fait d'en faire des symptômes ne le met pas, à ses yeux, pour autant, en situation de détenir, j'allais dire, un remède, ou un antidote, ou une cure. Et c'est en cela qu'il y a peut-être chez Barthes un mélange de mépris, le caractère acerbe parfois de certaines de ces mythologies, mais qui ne va jamais jusqu'à la conjuration, le refus absolu, la dénonciation, ou même l'imprécation, Éric Marty. Alors, c'est en ça que aussi, il faut voir que les mythologies, c'est un texte très, très divers, très hétérogène. Il y a des mythologies heureuses qui, au fond, anticipent presque sur l'Empire des Signes. Par exemple, Le Monde de Longcatch peut être lu comme une sorte de préécriture de l'Empire des Signes, parce que le monde de Longcatch est un monde des signes, et un monde que Barthes compare d'ailleurs à la tragédie grecque. Et je trouve que c'est un texte très important, ce texte, parce qu'on y voit pratiquement le concept d'allégorie de Benjamin ou de Proust à l'œuvre, à savoir une fascination pour la lettre et l'éviction de tout psychologisme. Et dans le catch, il voit justement la lettre de la justice, de la douleur, de l'humiliation apparaître et être rendue visible, comme l'allégorie de Giotto pour Proust, ou comme chez Benjamin l'allégorie. Et c'est un phénomène de lecture tout à fait heureux et euphorique qu'il retrouvera justement au Japon, où la lettre, on en parlera jeudi, où la lettre est également présente. Et puis il y a des mythologies beaucoup plus circonstancielles, ponctuelles. Par exemple, autour du verbe être, dans l'Algérie est française, qui est à l'époque l'énoncé justement colonial et idéologique par excellence, où là c'est une descente en flammes violente, presque militante. Donc, ce caractère hétérogène des mythologies en fait justement une sorte d'œuvre assez romanesque au fond. C'est-à-dire, le catch, dit-il, est comme une écriture diacritique. Au-dessus de la signification fondamentale de son corps, le catcheur dispose des explications épisodiques mais toujours bienvenues, aidant sans cesse à la lecture du combat par des gestes, des attitudes et des mimiques qui portent l'intention à son maximum d'évidence. Ici, le catcheur triomphe par un rictus ignoble lorsqu'il tient le bon sportif sous ses genoux. Là, il adresse à la foule un sourire suffisant, annonciateur de la vengeance prochaine. Là encore, immobilisé à terre, il frappe le sol à grands coups de ses bras pour signifier à tous la nature intolérable de sa situation. Là, enfin, il dresse un ensemble compliqué de signes destinés à faire comprendre qu'il incarne à bon droit l'image toujours divertissante du mauvais coucheur, fabulant intarissablement autour de son mécontentement. Il s'agit donc d'une véritable comédie humaine, où les nuances les plus sociales de la passion, fatuité, bon droit, cruauté, raffinescence du paiement, etc., rencontrent toujours par bonheur le signe le plus clair qui puisse les recueillir, les exprimer et les porter triomphalement jusqu'aux confins de la salle. Opération Portes ouvertes à Javel, où pour la première fois depuis la guerre, Citroën reçoit la presse dans son usine à l'occasion de la sortie de sa millionième voiture drapeau. L'injection électronique est le dernier perfectionnement technique de ce modèle qui voit le jour 14 ans après l'apparition de la première DS au salon, comme le temps passe. Ça sonnait bien. Qu'est-ce que vous avez? Une DS 23 Palace à injection électronique. Ouais. Avec suspension à hauteur constante, ouais, avec les phares qui pivotent dans les virages, ouais, direction assistée, oh bon, et une boîte de vitesse semi-automatique. Non, arrêtez, c'est trop. Avec 20 fils, votre embonpoint ne tient qu'à un fil. Éric Marty et Tiffaine Samoyau sont les invités des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce lundi à l'orée d'une semaine sur Roland Barthes. On a parlé du catch, on va probablement en reparler. Le monde où l'on catch est peut-être le plus beau texte des mythologies, enfin ça se discute. Il y a également un texte très très drôle sur la nouvelle Citroën. On vient d'entendre, soigneusement choisi par Christine Robert, quelques archives du premier salon de l'auto qu'est Javel après la guerre. C'est la sortie de la DS à injection, la voix d'un conducteur qui vend la voiture. On est en plein barthésianisme, si j'ose dire.
dire, en pleine mythologie en tout cas. De la déesse, Barthes dit ceci, la nouvelle Citroën tombe du ciel dans la mesure où elle se présente d'abord comme un objet superlatif. Il parle de la déesse et évidemment il écrit ça comme une déesse, expliquant que la déesse a tous les caractères d'un de ces objets descendus d'un autre univers qui ont alimenté la néomanie du XVIIIe siècle et celle de notre science-fiction. La déesse est d'abord un nouveau Nautilus, Stephen Samoyo. Oui, alors le texte sur la déesse, c'est comme le texte sur le catch, sont des textes qui sont habités par le désir et qui donc sont des textes extrêmement pluriels dans la façon dont on peut les recevoir. Ce ne sont pas du tout des textes de dénonciation, ce sont vraiment des textes qui montrent les illusions du réel, mais ne les dénoncent pas. Et c'est là que je crois que Barthes est le plus fort. Le plus fort. Et c'est là aussi qu'on peut voir une continuité, comme le disait Éric Marty, entre les mythologies et l'Empire des signes. Je m'étais posé la question, finalement, qu'est-ce qui subsiste de cette écriture mythologique dans l'œuvre ultérieure de Barthes? Et c'est vrai qu'on la voit très bien à l'œuvre dans l'Empire des signes, mais là, il ne subsiste plus que le désir et débarrassé de toute la question de la dénonciation. Et en fait, on pourrait dire que Barthes, de mythologue, devient en quelque sorte mythographe. C'est-à-dire qu'il se dit lui-même dans l'avant-propos des mythologies qu'il est mythologue, c'est-à-dire quelqu'un qui porte un discours sur les mythes, alors que le mythographe, c'est celui qui non seulement écrit les mythes, mais aussi montre toute la multiplicité d'interprétations qu'on peut en faire, toute la richesse dont ils peuvent être porteurs. Et je crois que le texte sur la déesse le montre très bien, comme le texte sur le catch qui a été très très important, ce texte sur le catch. Par exemple, j'ai vu un documentaire réalisé au Canada à l'époque où ils étaient occupés à l'idée de faire du cinéma du réel, du cinéma documentaire, et Barthes fait un voyage au Canada au début des années 60 et on lui demande de les accompagner. Enfin, les cinéastes lui demandent de les accompagner dans des salles de sport avec toutes les formes de lutte qui peuvent exister au Canada à ce moment-là, qui sont des sports très populaires, des spectacles très populaires. Et ils changent considérablement leur projet de film lorsque Barthes leur dit mais c'est ça le théâtre. Il faut montrer ce que vous voyez et non pas prétendre dénoncer un art brutal ou porteur d'idéologie. Oui, il dit dépassée, ceci, il dit seule l'image est dans le champ du jeu, le spectateur ne souhaite pas la souffrance réelle du combattant, il goûte la perfection d'une iconographie. Oui. Ce n'est pas vrai que le catch soit un spectacle sadique, c'est seulement un spectacle intelligible. Barthes dira d'ailleurs un peu plus tard, Éric Marty, parfois ici même dans ces mythologies j'ai rusé. Souffrant de travailler sans cesse sur l'évaporation du réel, je me suis mis à l'épaissir excessivement, à lui trouver une compacité surprenante, savoureuse à moi-même. On est là justement dans ce que peut-être ce qui permet de détacher les mythologies, de désarimer les mythologies de l'époque où elles sont écrites. Alors ce que j'aime bien, c'est le j'ai rusé, parce que c'est un terme non théorique. Et que Barthes introduit toujours justement dans une démarche qui pourrait être très cérébrale, parfois abstraite, parce que il y a dans le mythe aujourd'hui, qui est le texte qui est la postface des mythologies, parfois un discours très marqué par la linguistique, par la philosophie, et qui est souvent abstrait. Eh bien, non, il y a aussi... C'est pénible à lire, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a des textes de Barthes, le système de la mode, c'est illisible. Je veux dire, les mythologies, oui, c'est génial. Mais alors voilà, c'est le j'ai rusé qui introduit précisément plus qu'une dialectique. Le jeu est surtout quelque chose d'absolument indéfinissable, parce que c'est quoi cette ruse? De quelle ordre est-elle? C'est j'ai rusé, je n'ai pas voulu finalement faire la leçon, je n'ai pas voulu être l'élève de moi-même, j'ai pas voulu être l'élève de mon dogme, j'ai déjoué mon propre dogme en introduisant des contre-discours à ce dogme et à cette dimension donc de démystification. Il y a aussi de la mystification. Cette démarche rappelle, Éric Marty, la démarche qui était celle de Flaubert, Tout qui, à quand fait. il écrivait le dictionnaire des idées reçues, s'en prenait également à ses propres idées reçues. Quand il parle de Bouvard et Pécuchet, il parle aussi de lui-même. Quand Flaubert s'en prend à la bêtise de son temps, il s'en prend également à la sienne. Est-ce qu'à propos des mythologies, juste une question quand même, est-ce qu'à propos des mythologies, on pourrait parler non pas d'un dictionnaire des idées reçues, mais peut-être d'un dictionnaire des idées émises? Oui, alors justement, à propos des mythes de Flaubert, Barthes dit ceci, le mythe vole le langage, eh bien volons le mythe. C'est-à-dire, il ne s'agit pas justement, puisque le mythe est un langage que Barthes appelle le langage volé, qui est une expression un peu paramarxiste ou post-marxiste ou post-hegelienne, comme on voudra, le langage volé. Et Barthes dit, voilà, volons le mythe, et donc retournons en quelque sorte les processus de démystification en leur contraire. Et l'antidote, en effet, n'est pas le discours rationaliste, positiviste,
Car ce qui est très important à voir, c'est que Barthes n'est pas un positiviste. Or, le grand risque d'une critique de l'idéologie, c'est le positivisme. Et le positivisme est quand même un phénomène très français où, en quelque sorte, les Lumières, le marxisme, Hegel, a dégénéré dans une sorte de discours précisément d'un rationalisme pseudo-sage ou éclairant. Et sans saveur. Et sans saveur. Et sans saveur. Barthes est un anti-positiviste, je dirais acharné, et en conséquence, c'est en cela qu'en effet, il y a du Flaubert dans Barthes par cet antipositivisme même. Et il y a du Flaubert dans Barthes, en particulier quand Barthes se moque, on peut le dire comme ça, de l'écrivain en vacances. C'est un des meilleurs textes des mythologies, là encore. On peut dire de beaucoup de textes des mythologies, d'ailleurs, qu'ils sont un des meilleurs textes des mythologies. Le Darcourt, par exemple, sur les photographies sur le Darcourt. studio Darcourt, c'est fantastique. Très, très on va y revenir peut-être, si on a le temps. En tout cas, restons un instant sur cette figure de l'écrivain en vacances et écoutons Anne Brissier, notre lectrice, dont la voix nous accompagne toute la semaine, lire ici une petite page de Barthes, donc sur l'écrivain en vacances qui reste toujours écrivain comme il se doit. Ce qui prouve la merveilleuse singularité de l'écrivain, c'est que pendant ces fameuses vacances qu'il partage fraternellement avec les ouvriers et les calicots, il ne cesse, lui, sinon de travailler, du moins de produire. Faux travailleur, c'est aussi un faux vacancier. L'un écrit ses souvenirs, un autre corrige des épreuves, le troisième prépare son prochain livre. Et celui qui ne fait rien l'avoue comme une conduite vraiment paradoxale, un exploit d'avant-garde que seul un esprit fort peut se permettre d'afficher. On connaît à cette dernière forfanterie qu'il est très naturel que l'écrivain écrive toujours, en toute situation. D'abord, cela assimile la production littéraire à une sorte de sécrétion involontaire, donc tabou, puisqu'elle échappe aux déterminismes humains. Pour parler plus noblement, l'écrivain est la proie d'un Dieu intérieur qui parle en tout moment, sans se soucier, le tyran, des vacances de son médium. Les écrivains sont en vacances, mais leur muse veille et accouche sans désemparer. Pourtant je sais bien. Éric Marty et Tiffaine Samoyau sont les invités des Nouveaux Chemins de la Connaissance à l'orée d'une semaine sur Roland Barthes, et c'est des mythologies de Roland Barthes que nous parlons aujourd'hui. Éric Marty et Tiffaine Samoyau, le texte sur l'écrivain en vacances est vraiment exemplaire de la démarche de Barthes dans les mythologies. En apparence, tout ça est parfaitement inoffensif. On a un écrivain très sympathique qui montre qu'il a su rester nature et partir travailler en short, ou plus exactement ne pas travailler. Mais alors quand il ne travaille pas, c'est une exception, car en principe, évidemment, l'écrivain travaille tout le temps, puisqu'au fond, il ne travaille pas vraiment, donc faux travailleur, mais également faux vacancier. Apparemment, tout est inoffensif, et en réalité, il y a derrière ça l'idée que l'écrivain, dit Barthes, affiche le signe de son humanité, mais le Dieu reste. On est écrivain comme Louis XIV était roi, même sur la chaise percée, Tiffaine Samoyau. Oui, c'est un texte très ironique, très drôle, qui repose aussi sur le fait qu'il y avait des grands reportages comme ça sur tel ou tel écrivain en vacances. On va dans faire Paris le même Match. avec des chanteurs aujourd'hui. Voilà, dans Paris Match, qui est évidemment le grand pourvoyeur de mythologie aussi pour Barthes. D'ailleurs, on pourrait voir aussi, il y a toute une sociologie du journal à travers les mythologies. Lui fait paraître les mythologies dans les Lettres Nouvelles, le journal de Maurice Nadeau, et souvent les journaux qui sont pourvoyeurs de mythologie sont des journaux populaires comme Elle ou Paris Match. Donc il y avait des reportages comme ça sur les vacances d'écrivains, ce qui est quand même assez peu fréquent aujourd'hui. Ça a été remplacé quand même par les vacances de stars, les vacances de chanteurs, les vacances d'acteurs. Mais finalement, c'est la même chose quand on voit une star, un chanteur, un acteur, soit en famille pour montrer que quoique star, il a su rester homme ou femme de famille, de ce point de vue-là, ou c'est bien vrai. nature pour montrer que quoique riche, il a su garder ses vieilles tongs qui lui rappellent son enfance. Ouais. Enfin, la différence, c'est que là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du reflet, c'est-à-dire qu'il y a aussi un discours sur la propre oisiveté de l'intellectuel, de Barthes lui-même écrivant ses mythologies. C'est-à-dire qu'il y a quand même une différence. On ne regarde pas son autre, on se regarde soi en même temps. tout cela introduit à la même idée d'un écrivain surhomme, d'une sorte d'être différentiel que la société met en vitrine pour mieux jouer de la singularité factice qu'elle lui concède, Éric Marty. Je pense que l'homme politique pourrait occuper cette place en tant que l'homme politique veut devenir justement l'écrivain des années 50. François Mitterrand, par exemple, était typiquement une figure de l'écrivain en vacances lorsqu'on le photographiait à Lecce. Ou à Lecce. À Lecce, avec son âne, avec ses arbres, etc., ses charentaises et son côté
pensant toujours, réfléchissant toujours. Une chose à noter, c'est que, pour parler de la manière dont Barthes travaillait, c'est le support photographique très important dans les mythologies. Ici, Barthes parle de photographie de Figaro. C'est le Figaro littéraire qui, à l'époque, fait des reportages autour nos écrivains en vacances photographiés par le Figaro, première ligne du texte. Et c'est très important que la photographie soit déjà là, présente, mais sous la forme justement d'une écriture. Qu'est-ce que c'est bien écrit ? Joindre au loisir banal le prestige d'une vocation que rien ne peut dégrader. C'est magnifique. Et alors c'est justement, on sent qu'il y a la photographie là qui est sous ses yeux et qu'il les travaille et qu'il décrypte et qu'il analyse comme un message justement. Et ce qui est aussi intéressant dans le caractère hétérogène des mythologies, c'est aussi le caractère hétéroclite des supports qui sont les supports des mythologies. Ça peut être une phrase, ça peut être une photographie, ça peut être un enregistrement, la voix de Gérard Souzet, le mauvais chanteur des leaders dont Barthes analyse le caractère probablement signalétique, emphatique de la voix et de l'expression. Les matériaux sont extrêmement divers, mais tous, finalement, sont des messages mythiques, en tant qu'ils sont justement un message parasité par de l'idéologique, par le naturel, qu'il convertit justement en espèce de mythe précis. Mais la nature mythique de ce message, Tiffaine Samoyau, Éric Marty, n'est pas concerté. Quand Barthes travaille sur l'intention, je mets le mot entre guillemets, à l'œuvre derrière les phénomènes, ou qu'il met à jour finalement dans son travail de sémiologue, de mythologue, je ne sais plus comment on doit dire, quand il met ça à jour, il ne met pas à jour le projet concerté de l'enfermement idéologique d'un peuple. Il s'agit d'un inconscient collectif qu'il manifeste. Les voix en question, le mélange des voix, la figure de l'écrivain. Au fond, si j'ose dire, personne ne croit mal faire quand les gens se présentent sous ces dehors flatteurs. C'est plutôt des mécanismes que Barthes met à jour, des mécanismes qui sont inconscients, qui disent à son insu la vérité d'une société. Tiffaine Samoyau. Oui, d'ailleurs, on appellerait plutôt ça aujourd'hui des mécanismes idéologiques sous-jacents ou quelque chose comme ça. C'est d'ailleurs sur ce terme de mythe, sur lequel j'aimerais m'arrêter un instant, qu'il y a le plus d'écart, je pense, entre la conception que l'on pourrait avoir aujourd'hui du mythe et la conception qu'essaye de promouvoir Barthes. Il faut dire aussi que la sémiologie n'existe pas encore. C'est une science naissante qu'il appelle de ses voeux dans les mythologies et notamment dans la postface. Peut-être définissez pour nos auditeurs donc, en peu de mots ce que la sémiologie, il propose son intention. De construire une vaste science des signes, de décryptage des signes, qu'il appellerait sémiologie, et qui présuppose que tout est parole. Le mythe est parole, la photographie, tout est signe, et que aussi tout est parole. Tout est signe et tout est parole, c'est-à-dire qu'une photographie peut être une parole, etc. Ça veut dire, Tiffaine Samoyau, pardonnez-moi, juste une parenthèse, ça veut dire que quand je vous interromps pour vous proposer de définir la sémiologie, à l'attention de nos auditeurs, je témoigne également par là même en tant que présentateur, j'envoie le message selon lequel je suis le présentateur soucieux de ses auditeurs et donc je suis moi-même... Absolument. Voilà. Absolument. Éric Marty, allez-y. Juste sur cette différence, je pense qu'aujourd'hui, on peut penser que Barthes généralise trop le terme de mythe et qu'aujourd'hui, le mythe a été beaucoup réinvesti. Après, évidemment, le travail, les mythologiques de Lévi-Strauss, qui paraissent entre 64 et 68 et qui donnent un sens tout à fait différent au terme de mythe, qui le renvoie à son rapport à l'épopée. Alors, on pourrait voir dans les mythologies des moments où les mythologies prennent vraiment pour objet des mythes, au sens incontestable du terme, par exemple lorsqu'il parle des Martiens ou de la Crue ou du Tour de France comme épopée. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas du tout considérés, qui ne seraient pas du tout considérés aujourd'hui comme des mythes et qui sont considérés comme des mythes dans l'espèce de grande généralisation que Barthes propose à propos des mythes. Éric Marty. Je crois que justement que Barthes ne croit pas aux mythes, au sens où Tiffaine Samoyau vient de le définir. Il ne croit pas à un imaginaire profond. C'est ça. Il ne croit pas aux archétypes. Il ne croit pas justement... d'ailleurs, ce qui différencie bien sûr Lévi-Strauss et Barthes, c'est que l'un est wagnérien, l'autre ne l'est pas. Et rien que par cette différence, on voit quel est leur rapport au mythe ou leur non-rapport au mythe. Oui, Barthes, c'est plutôt Schumann. Voilà, c'est
Lévi-Strauss, Voilà. c'est Wagner, C'est ça. Barthes, c'est Schumann. Il y a dans la mythologie de Lévi-Strauss quelque chose de monumental, j'allais dire presque une solennité tribale, alors qu'il y aurait chez Barthes davantage les mini-mythes, finalement. Oui, et puis le contemporain contre Tout à fait. l'ancestralité, etc. Alors, Il y a beaucoup de différences, mais il me semble que notre époque a repris à Lévi-Strauss son rapport au mythe, et beaucoup plus lévi-straussienne dans ce sens-là que barthésienne. Alors restons chez Barthes, hein, justement. On a déjà parlé de Lévi-Strauss abondamment dans les nouveaux chemins de la connaissance. Lévi-Strauss est un mythe à France Culture. Restons-en à Barthes pour l'instant, qui n'est pas assez mythifié encore sur cette chaîne. On va arranger ça. Et on va entendre tout de suite, toujours lu par Anne Brissier, un texte de Barthes, là encore formidable, sur le striptease, qui évidemment, contrairement à ce qu'il dit de lui-même, le striptease qui dit de lui-même qu'il est érotique et qui en réalité montre de lui-même qu'il ne l'est pas. Écoutez Roland Barthes, lu par Anne Brissier. Le striptease, du moins le striptease parisien, est fondé sur une contradiction. Désexualiser la femme dans le moment même où on la dénude. On peut donc dire qu'il s'agit en un sens d'un spectacle de la peur, ou plutôt du « fais-moi peur », comme si l'érotisme restait ici une sorte de terreur délicieuse, dont il suffit d'annoncer les signes rituels pour provoquer à la fois l'idée de sexe et sa conjuration. Seule la durée du dévêtement constitue le public envoyeur. Mais ici, comme dans n'importe quel spectacle mystifiant, le décor, les accessoires et les stéréotypes viennent contrarier la provocation initiale du propos et finissent par l'engloutir dans l'insignifiance. On affiche le mal pour mieux l'embarrasser et l'exorciser. Le striptease français semble procéder de ce que j'ai appelé ici même l'opération Astra. Procédé de mystification qui consiste à vacciner le public d'une pointe de mal pour mieux ensuite le plonger dans un bien moral désormais immunisé. Quelques atomes d'érotisme, désignés par la situation même du spectacle, sont en fait absorbés dans un rituel rassurant qui efface la chair aussi sûrement que le vaccin ou le tabou fixent et contiennent la maladie ou la faute. On aura donc dans le striptease toute une série de couvertures apposées sur le corps de la femme au fur et à mesure qu'elle feint de le dénuder. L'exotisme est la première de ces distances, car il s'agit toujours d'un exotisme figé qui éloigne le corps dans le fabuleux ou le romanesque. Chinoise munie d'une pipe à opium, symbole obligé de la lacinité. Vampe onduleuse au fume-cigarette gigantesque. Décor vénitien avec gondole, robe à panier et chanteur de sérénade. Tout ceci vise à constituer au départ la femme comme un objet déguisé. La fin du strip n'est plus alors d'expulser à la lumière une profondeur secrète, mais de signifier, à travers le dépouillement d'une vêture baroque et artificielle, la nudité comme habit naturel de la femme, ce qui est retrouvé finalement un état parfaitement pudique de la chair. Io mi spoglierò di tutto il mio passato, quel che è stato, poi tutto il fondo al mare, voglio gettare, sì lo farò, io mi spoglierò. Io mi spoglierò.
Éric Marty, au fond, ce que Barthes nous enseigne, c'est que le striptease se situe dans cet intervalle des transgressions légales, donc des transgressions qui n'en sont pas, finalement des transgressions qui confortent une situation, des lieux communs, des réflexes, des habitudes. Voilà, c'est l'espace que la loi alloue à ce qui semble en apparence la démentir. On pourrait dire ça, non? Tout à fait, et on pourrait aussi ajouter à cela que on a bien entendu que Barthes disait le striptease français. Et l'épithète français est très important. Et je crois que dans les mythologies les plus féroces, les plus corrosives, les plus méchantes, c'est quand même la France, sur laquelle Barthes tape à coups de marteau. Une France qu'il n'aime pas. C'est la France des années 50. Je crois que c'est une France qu'il aimera davantage quelques années plus tard. Mais en tout cas, celle des années 50 est pour lui une France répétitive, lourde, engluée. Et le striptease est quand même un striptease français. C'est toute une sorte de psychologisme, de culture française que Barthes n'aime pas et à laquelle il est tout à fait allergique et intolérant qu'il énonce ici. Ce qui est fascinant évidemment ici dans ce texte, c'est comment Barthes montre le processus justement sémiologique du mythe. Comment, au fond, je pourrais prendre un exemple très simple. À un moment, Barthes donne comme exemple du mythe E égale MC2 d'Einstein, qui ne veut pas dire évidemment la loi de la relativité, mais qui veut dire je suis intelligent, ou on a la formule même de l'intelligence par ce E égale MC2. Donc le message ne veut plus dire ce qu'il dit, il veut dire autre chose, et un sens qui est parasite. Et là c'est pareil. En se déshabillant, mais en se déshabillant mythologiquement, eh bien, la nudité est parasitée, l'érotisme est parasité par justement un message volé, aliéné, factice et mystifié. On pourrait se servir de Roland Barthes pour, j'allais dire, faire la peau ou déshabiller ceux qui, aujourd'hui, comme on dit, c'était une drôle d'expression, mais ceux qui, aujourd'hui, prétendent qu'ils ne sont pas dupes ou qu'ils ne sont dupes de rien. En somme, les mythologies, c'est aussi un texte sur ceux qui se flattent de n'être pas les dupes de leur époque et qui constituent un mythe à part entière, Tiffaine Samoyau. Oui, c'est de toute façon une critique de tous les doubles langages, y compris du discours critique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, étant donné... De là le retour à la saveur, évidemment. Et aujourd'hui, les mythologies sont devenues elles-mêmes une mythologie, c'est-à-dire qu'ils ont faim de déconstruire les mythes comme le fait Barthes, mais en fait pour mieux les confirmer ou pour en proposer d'autres. Également. C'est-à-dire qu'on pourrait faire un chapitre sur les mythologies elles-mêmes. Oui. Le mythe des mythologies. Il y a un mythe des mythologies qui tiennent à la fois à une forme, à des objets, à un certain type de critique. Mais il me semble que ce mythe est à l'œuvre dans certains discours publicitaires où on feint de critiquer. Enfin, c'est une forme de ce que Debord appellerait une critique intégrée, mais où on feint de critiquer, mais en fait pour produire un autre langage mystificateur. Est-ce qu'au fond, les mythologies ne sont pas un texte contre, plus encore que la publicité, à laquelle il reconnaît parfois une certaine saveur et qui l'intéresse énormément? Est-ce que finalement les mythologies, c'est pas un texte contre le journalisme, Éric Marty? Je suis pas convaincu parce que au fond, au sens d'un tribut quotidien qui serait accordé à l'actualité. Voilà ce qui fait l'actu aujourd'hui et à quoi il faudrait se soumettre, au fond. Le mythe de l'actualité, précisément. Oui, mais alors je pense que ça dépasse de beaucoup le discours du journaliste. C'est presque le langage dans son fonctionnement même qui est l'objet finalement du regard de Barthes. Et dans le petit texte qu'on a entendu au début de l'émission, c'était ça. Barthes était irrité par la forme assertive du langage, et c'est presque un mécanisme interne au langage qui est au fond l'objet de Barthes. Ce qui là aussi donne cette dimension inactuelle au fond à ces mythologies, c'est qu'à chaque fois il retrouve un fonctionnement très profond et pas seulement celui d'un discours de tel ou tel, mais quelque chose de vraiment de très profond, un processus langagier, sémiologique très profond qu'il capte et qu'il démonte. On en revient à la profondeur dont il parlait au début, qu'on avait retrouvé à propos des détergents qui lavent le linge en profondeur. Nietzsche parlait d'une psychologie des profondeurs qu'on pourrait peut-être appliquer à Barthes. D'ailleurs, tout à l'heure, Éric Marty, vous avez parlé du marteau. Ceux qui connaissent mal Nietzsche, en général, résument Nietzsche disait comment ton philosophe à coup de marteau. Et en général, ceux qui n'ont pas lu Nietzsche ou qui prétendent qu'ils l'ont lu, ce qui est pareil, il y aurait une mythologie à faire là-dessus sur les faux lecteurs de Nietzsche, disent que le marteau, c'est le marteau de l'iconoclaste, celui qui veut tout casser. Or, le marteau, c'est aussi le marteau du musicien, le marteau du piano, et c'est également le marteau du médecin qui prend le pouls de son époque. Est-ce que Barthes n'est pas dans cette position, Tiffaine Samoyau ? Il est dans la position, en effet, d'aller chercher un sens non évident en dénonçant le sens évident, enfin le bon sens, ce qui nous ramène encore une fois à Flaubert. Tiffaine Samoyau.
Éric Marty. Peut-être, si je peux prendre le relais de ce que disait Tiphaine à l'instant, vous parliez de médecin et justement d'un Barthes qui ne serait pas l'iconoclaste ou l'Attila. Puisque quand Nietzsche parle de la physique de marteau, il fait allusion aussi à Attila, le fléau de Dieu, etc. Eh bien, il y a quand même un souci éthique très 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 profond chez Barthes, qui est presque une angoisse que le réel s'évapore à force justement de taper dessus, à force de taper sur les mythes, à force de taper sur le vin, sur le lait, sur le Tour de France, sur tout cela, qu'à force de taper dessus, bien sûr, ce réel s'évapore. Et il y a une angoisse fondamentale chez Barthes du caractère destructeur, nihiliste au fond de l'entreprise mythologique ou sémiologique. C'est pourquoi je crois qu'il la tient comme étant provisoire, de même qu'il a pensé son propre surréalisme comme un mouvement provisoire de sa pensée. Et c'est ce qu'il dit à la fin, au fond, en disant « Pour le moment, il faut idéologiser. Pour le moment, il faut démystifier. C'est une tâche historique. Mais il faut toujours penser qu'il y a un réel inaliénable, qui n'est pas aliéné, justement. Tout n'est pas aliéné. Le réel n'est pas entièrement aliéné par l'histoire et par l'idéologique. Et ça, c'est important que Barthes pose qu'il y a quelque part ce réel inaliénable dont ce n'est pas encore sa tâche de le mettre au jour. Et je crois que là, on voit que Barthes a aussi ce rapport qu'il dira de responsabilité par rapport au langage. Donc les mythologies sont le prolégomène à un exhausteur des saveurs du monde tel qu'il va essayer de le construire ensuite, oui. Tiphaine Samoïo. Oui, mais c'est là encore une fois où on retrouve un Barthes non positiviste. Il y a un moment du texte des mythologies où il oppose le mythe et la science, mais on voit que la réponse qu'il fait au mythe par la mythologie n'est pas une réponse par la science ni par la rationalité. C'est une réponse qui présuppose en effet sans doute ce réel inaliénable que sans doute seule la fiction ou le roman, la littérature permet d'approcher. Le monde où l'on catch, l'acteur d'Harcourt, les Romains au cinéma, l'écrivain en vacances, la croisière du sang bleu, les jouets, les romans et enfants, le vin et le lait, les photochocs, l'usager de la grève, le striptease, c'est très drôle l'usager de la grève. Le striptease, c'est formidable, ça, c'est le portrait du mécontent d'aujourd'hui. Le plastique, la grande famille des hommes, le musical, la dame aux camélias, Poujade et les intellectuels, autant de très sujets. Très important ça, Poujade et les intellectuels, parce que c'est vraiment quelque chose là qui est permanent en France. Ah oui, le beefsteak et les frites, c'est important également. Il y a des moments de bravoure des mythologies sur le beefsteak et les frites. Tout ça pour vous inviter, chers auditeurs, à vous plonger dans les mythologies. C'est un texte formidable. Sing it, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. On reviendra fatalement au cours de cette semaine sur Roland Barthes, sur les mythologies, en votre compagnie, Éric Marty. Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui, Éric Marty, Tiphaine Samoïo. Tiphaine Samoïo, je signale que si vous êtes venus, c'est parce que vous préparez une biographie intellectuelle de Barthes à paraître dans 1 ou 2 ans. On est impatients déjà de vous lire. Éric Marty, je rappelle que vous êtes le maître d'œuvre des œuvres complètes de Barthes aux éditions du Seuil et l'auteur également de Roland Barthes, Le métier d'écrire, toujours aux éditions du Seuil. Fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. As time goes by, il est déjà 10h50 sur France Culture et c'est l'heure de retrouver avec joie le journal des nouveaux chemins et Adèle Van Redde. Bonjour Adèle. Bonjour Raphaël.
un nouveau mythe peut-être, le dégoût. Le dégoût, oui, j'imagine que Barthes aurait eu quelque chose à dire sur le sujet. En tout cas, il y a beaucoup plus à en dire qu'on ne le pense. Et c'est ce qu'on apprend à la lecture du livre de la philosophe Julia Pecker intitulé « Cet obscur objet du dégoût » qu'on trouve aux éditions du Bord de l'eau. Alors un livre entier sur le thème du dégoût où l'auteur réussit à nous montrer les enjeux philosophiques d'une telle notion en croisant les dimensions esthétiques, morales et sociologiques qui sont en jeu dans le dégoût. Bonjour Julia Pecker. Bonjour. Vous montrez que le dégoût et les objets que suscite le dégoût sont complètement absents du domaine théorique, réflexif, philosophique et autres d'ailleurs. Et pourtant, on sait que la notion de goût a été beaucoup étudiée en philosophie. Pour n'en citer qu'un, on peut penser à David Hume qui a écrit un traité sur la norme du goût. Alors, comment expliquer cette absence du dégoût au sein du discours théorique et du discours philosophique? Est-ce que c'est parce que le dégoût n'est que le versant négatif du goût et donc n'est pas pris en tant qu'objet d'étude à part entière, ou est-ce qu'il y a une autre raison? Je pense qu'il y a beaucoup d'autres raisons. D'abord, il n'y a pas forcément de commune mesure entre le goût et la violence que peut avoir le dégoût, qui se présente comme une émotion alors que le goût n'est pas vraiment de ce registre-là. Et donc on peut partir d'abord du fait que c'est une émotion, le dégoût. Ça fait partie des émotions que la neurobiologie recense comme primaires. Et en général, c'est à ce titre-là qu'on parle du dégoût. On trouve des choses dans le domaine donc, de la neurobiologie. Moi, c'est pas du tout mon terrain. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de l'arracher à sa nécessité biologique apparente, à sa nécessité physiologique. Et de montrer en fait comment cette émotion, parce que c'en est bien une, je ne dis pas le contraire, fait l'objet d'une véritable construction culturelle et recèle des enjeux philosophiques. Alors, d'une certaine manière, le silence de la philosophie, c'est aussi l'effet d'une efficacité de l'émotion. C'est une émotion extrêmement puissante qui opère une répulsion, c'est-à-dire que l'esprit comme le corps se détourne de tout ce qui provoque le dégoût. C'est-à-dire que le dégoût serait une émotion tellement forte et tellement violente qu'elle ne parviendrait pas à être ressaisie par l'esprit ? Je ne dis pas, j'irai pas jusqu'à dire ça, sinon j'aurais pas écrit ce livre. Mais en tout cas, spontanément, effectivement, le principe, c'est de dresser les corps à tout un art de l'esquive, d'éviter tout ce qui provoque le dégoût, tous les déchets, les sécrétions corporelles, la puanteur. Et l'esprit est du même coup dressé en même temps que le corps, si vous voulez, à éviter tous ces sujets. Et il y a effectivement un silence de la philosophie qui prend tout à fait le relais des prescriptions répulsives de l'émotion. Voilà, et donc contre ce silence de la philosophie, vous essayez de montrer que cette force de répulsion qu'est le dégoût peut acquérir une fonction ontologique, vous dites ontologique profonde. Alors comment est-ce qu'on comprend ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je pense que insidieusement, le dégoût finalement nous habitue à contourner tout un pan de la réalité. C'est-à-dire que on s'habitue à ne pas voir tout ce qui nous dégoûte, qui est un voisinage absolument incompressible. On ne peut pas éliminer tous nos déchets ou tout ce qui peut provoquer le dégoût. Mais en revanche, on peut s'habituer à se nettoyer tous les jours, mais ça implique une répétition absolument compulsive des mêmes gestes qui peut devenir obsessionnelle. C'est pas ce sur quoi je travaille, mais on s'habitue au quotidien à ce travail de nettoyage permanent qui est aussi d'une certaine manière un travail d'évitement ontologique, donc au sens où ça circonscrit hors champ toute une part du réel. Voilà, donc c'est là-dessus que moi j'ai essayé de travailler en m'inscrivant dans une lignée qui est un peu celle de Foucault, si vous voulez, qui est l'idée du biopouvoir, c'est-à-dire qu'il y a une dimension sociale et politique qui est très forte derrière aussi, qui a un pouvoir qui s'exerce sur les corps, qui exerce son emprise en construisant une émotion. Mais mon point de départ était un peu l'idée que autant Foucault a dit que l'hygiène était ce qu'il appelle une flexion morale, et donc un aspect très important de cette discipline sur les corps, autant il n'a pas vraiment travaillé sur l'aspect concret des choses. Et moi, j'ai essayé de me placer un peu sous les influences croisées de l'histoire des sensibilités, de la sociologie, de l'anthropologie. En tout cas, c'est entre tous ces champs que j'essaye de situer mon analyse
pour aller plus loin dans cette idée de l'emprise sur les corps. Alors pour essayer de comprendre cette démarche qui est la vôtre, Julia Pécard, prenons un exemple dont vous parlez à plusieurs reprises dans votre livre, c'est la merde, tout simplement. Alors comment est-ce que vous appliquez votre démarche à cet objet-là? Vous tirez une analyse très conséquente et très, très riche finalement, philosophiquement. C'est un des grands objets du livre. Qu'est-ce que c'est que la merde, tout simplement? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commune mesure entre la réalité physiologique de l'excrément totalement inoffensive et la réalité symbolique de la merde terrorisante que pour rien au monde on ne voudrait toucher, parce que voir à la limite, mais toucher surtout pas, sentir de préférence pas. Et ce que j'essaye d'examiner, c'est comment le reste, puisque tout corps vivant produit un reste, comment ce reste est transformé en déchet. Et de l'un à l'autre, on passe d'une catégorie ontologique qui peut être traitée comme un problème même mathématique, enfin de comptabilité, qui est la production d'un reste. Toute production produit des excrétions, c'est-à-dire des choses qui sont des pertes. Et comment ce reste, en même temps qu'on dit, eh bien c'est rien, ça ne vaut rien, ça n'a pas de valeur, ça devient moins que rien. C'est-à-dire que ça bascule sur un autre plan, si vous voulez, et ça fait l'objet du même coup d'une surqualification symbolique. Alors après, toute la question, c'est la question de la propriété. Si on étudie très précisément la manière dont le petit enfant apprend à être dégoûté par sa merde, parce que ça fait l'objet d'un apprentissage que bien sûr on oublie, et c'est là où le dégoût est incorporé et la construction se fait totalement oublier. Donc le petit enfant apprend à la fois qu'il doit le garder pour lui et devenir propre, c'est ça, et en même temps qu'il doit s'en débarrasser. Voilà, un peu dans cette ambiguïté que ça se situe. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Julia Pécard. Je renvoie l'auditeur à votre livre, Cet obscur objet du dégoût, pour beaucoup d'autres analyses très intéressantes. Et c'est un très bon livre, je tiens à le dire. Merci beaucoup, Julia Pécard. Merci. Et sinon, Adèle, qu'avez-vous trouvé dans l'étal sinon, ce samedi 23 janvier, dans la salle Cavaillès de l'ENS de la rue d'Ulm, vous pourrez entendre Françoise Dastur, qui viendra vous parler de la critique... Dastur, ça s'écrit Dastur, on peut le prononcer Dastur. La critique heideggerienne de la théorie husserlienne de la perception. Alors, ne vous laissez pas effrayer par le titre. Françoise Dastur est une philosophe aux propos limpides qui essaiera de montrer ce qu'Heidegger rejette dans la pensée de Husserl, c'est-à-dire le fait que la perception pure soit un mode originaire d'accès à l'étant, c'est-à-dire l'idée que la perception ne serait pas déjà en elle-même une articulation ou une interprétation du monde. C'est donc ce samedi 23 janvier dans la salle Cavaillès de l'ENS rue d'Ulm, et c'est par la philosophe Françoise Dastur. Et c'est Françoise Dastur elle-même qui tient à ce qu'on l'appelle de cette façon Françoise Dastur, invitée fréquente des Nouveaux Chemins de la Connaissance, pour la plus grande joie de nos auditeurs. Merci à tous. Il faudrait peut-être qu'on consacre une semaine à la merde dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance. On va y réfléchir et on vous invitera, Julia Pécard. C'était passionnant de vous entendre. Roland Barthes et les prescriptions répulsives de l'émotion, des mythologies au dégoût, c'était le programme des Nouveaux Chemins pour aujourd'hui. On se retrouve demain donc pour la suite de cette semaine sur Roland Barthes. On se retrouve tout à l'heure, si vous le souhaitez, sur Internet à la page des Nouveaux Chemins pour y télécharger là ou les émissions de votre choix. Un grand merci également à Anne Brissier, notre lectrice dont la voix distillera du Barthes dans le texte tout le long de la semaine. Demain, dans les Nouveaux Chemins, c'est des cours et séminaires au Collège de France de Roland Barthes que nous parlerons ensemble. France Culture, il est 10h59 et dans un instant, question d'époque.